La pharmacienne me regarde bizarrement depuis qu'elle a vu mon ordonnance. J'ai d'abord pensé que c'était mon imagination, cette façon qu'elle avait de m'observer par-dessus ses lunettes cerclées de métal, ses lèvres pincées, formant une moue silencieuse. Mais non, quelque chose avait changé dans son regard depuis ce mardi matin où j'étais venu chercher mes médicaments habituels. Cela faisait maintenant 3 semaines que je fréquentais cette petite pharmacie de quartier, coincée entre une boulangerie qui sentait bon le pain chaud et un bureau de tabac au néon clignotant. Madame Lebrun, la pharmacienne, était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux tirés en chignon serré, toujours vêtue de sa blouse blanche impeccable. Elle avait ce sourire professionnel qu'arborent les commerçants parisiens, polis mais distants. Ce matin-là, j'avais poussé la porte vitrée comme d'habitude. La clochette avait tintinabulé faiblement au-dessus de ma tête et l'odeur caractéristique des désinfectants et des sirops avait empli mes narines. J'avais tendu mon ordonnance à Madame Lebrun sans vraiment la regarder, absorbé par la contemplation des boîtes colorées alignées sur les étagères derrière le comptoir. C'est alors que j'avais perçu le silence, un silence trop long, trop lourd. En levant les yeux, j'avais découvert Madame Lebrun figée, l'ordonnance tremblant légèrement entre ses doigts. Ses yeux, habituellement d'un marron terne, semblaient avoir pris une teinte plus sombre, presque noire. Elle fixait le papier avec une intensité troublante, comme si elle déchiffrait des hiéroglyphes. « Un problème ?» avais-je demandé, surpris par le tremblement dans ma propre voix. Elle avait sursauté, comme sortant d'une transe, et m'avait regardé avec cette expression que je ne lui connaissais pas. Une expression où se mêlait de la peur et autre chose. De la pitié peut-être, ou de la compassion. Je n'arrivais pas à l'identifier. « Non, non, aucun problème », avait-elle répondu d'une voix plus rauque qu'à l'ordinaire. « Je vais préparer cela tout de suite. » Mais ses gestes étaient devenus saccadés, maladroits. Elle avait renversé un flacon de comprimé qui s'était éparpillé sur le sol carrelé dans un bruit de pluie artificielle. Depuis ce jour, chaque visite à la pharmacie était devenue un supplice silencieux. Madame Lebrun me dévisageait avec cette même expression étrange, et j'avais l'impression désagréable qu'elle savait quelque chose que j'ignorais. Ses mains tremblaient imperceptiblement quand elle me tendait mes médicaments, et elle évitait soigneusement tout contact avec mes doigts. J'avais fini par examiner mon ordonnance sous tous les angles. Rien d'extraordinaire. Des vitamines, un antidépresseur léger que mon médecin m'avait prescrit après une période difficile au travail, et un somnifère pour mes insomnies. Des médicaments banals que des milliers de Français prenaient quotidiennement. Alors pourquoi cette réaction? Au début, j'avais tenté de l'ignorer. Après tout, Madame Lebrun était peut-être simplement fatiguée ou préoccupée par des problèmes personnels. Mais les semaines passaient et son comportement ne changeait pas. Au contraire, il semblait s'accentuer. Elle parlait moins. Ses réponses étaient devenues monosyllabiques et parfois, je la surprenais à me fixer avec une expression presque compatissante. C'est lors de ma visite du mardi suivant que les choses avaient pris une tournure encore plus étrange. En entrant dans la pharmacie, j'avais remarqué qu'une autre cliente, une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants, discutait à voix basse avec Madame Lebrun.
Elle s'était tue immédiatement en me voyant, et la cliente m'avait jeté un regard furtif avant de sortir précipitamment, la clochette résonnant dans son sillage. « Bonjour, Madame Lebrun », avais-je dit en m'approchant du comptoir. Elle avait levé vers moi ses yeux sombres, et j'avais eu l'impression troublante qu'elle me regardait déjà comme un mort. Cette pensée m'avait glacé le sang, et j'avais dû m'appuyer contre le comptoir pour ne pas vaciller. « Bonjour », avait-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Votre ordonnance habituelle. » J'avais hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Mes mains étaient moites et mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'elle pouvait l'entendre. Pendant qu'elle préparait mes médicaments, j'avais observé ses mouvements. Ses gestes étaient devenus ritualisés, presque cérémoniels. Elle manipulait chaque boîte avec une précaution extrême, comme si elle contenait de la nitroglycérine. Quand elle avait glissé mes comprimés dans le sachet en papier blanc, ses lèvres remuaient silencieusement, comme si elle récitait une prière. « Madame Lebrun », avais-je finalement réussi à articuler, « y a-t-il quelque chose que je devrais savoir au sujet de mes médicaments ?» Elle s'était figée, le sachet à mi-chemin entre nous. Pendant un instant qui m'avait paru une éternité, nos regards s'étaient croisés. Dans ses yeux, j'avais lu une lutte intérieure, comme si elle hésitait à me révéler un terrible secret. Puis elle avait secoué la tête, presque violemment. « Non, rien. Tout est normal. » Mais le mot « normal » était sorti de sa bouche comme un mensonge qu'elle peinait à prononcer. Elle m'avait tendu le sachet, et cette fois, nos doigts s'étaient effleurés. Sa peau était glacée, comme celle d'un cadavre. De retour chez moi, j'avais passé l'après-midi à faire des recherches sur Internet. J'avais tapé les noms de mes médicaments dans tous les moteurs de recherche possibles, consulté des forums médicaux, lu des études scientifiques. Rien, absolument rien qui puisse expliquer la réaction de Madame Lebrun. Mes médicaments étaient aussi inoffensifs qu'une aspirine. Pourtant, le doute s'était installé en moi comme un poison lent. Et si elle savait quelque chose que les médecins ignoraient? Et si ces médicaments en apparence anodins cachaient un danger mortel? Cette nuit-là, j'avais eu du mal à m'endormir, et quand enfin le sommeil était venu, il avait été peuplé de cauchemars, où Madame Lebrun me poursuivait dans les couloirs d'un hôpital désert, brandissant une seringue remplie d'un liquide noir. Le lendemain matin, j'avais pris la décision de changer de pharmacie. Il y en avait une autre à quelques rues de là, plus moderne, avec des néons blancs et une musique d'ambiance rassurante. Le pharmacien était un homme jeune, aux cheveux blonds et au sourire avenant. Quand je lui avais tendu mon ordonnance, il l'avait examinée rapidement, sans aucune réaction particulière. « Parfait », avait-il dit d'un ton désinvolte. « Je vous prépare cela. » Ses gestes étaient fluides, professionnels, dénués de toute dramatisation. En quelques minutes, mes médicaments étaient prêts, rangés dans un sac plastique transparent. « Bonne journée », avait-il lancé avec entrain. J'étais sorti de cette pharmacie, soulagé, presque euphorique. Madame Lebrun n'était qu'une vieille femme fantasque, peut-être légèrement dérangée. J'avais laissé mon imagination s'emballer pour rien. Mes médicaments étaient parfaitement normaux, et j'avais été stupide de m'inquiéter. Mais ce soulagement n'avait pas duré. En rentrant chez moi, j'avais remarqué qu'un homme
en costume sombre, stationnait devant mon immeuble, parlant au téléphone. Il m'avait jeté un regard quand j'étais passé devant lui. Un regard qui m'avait mis mal à l'aise. Coïncidence, m'étais-je dit. Paris était plein d'hommes en costume. Le soir même, en sortant mes nouveaux médicaments, j'avais remarqué quelque chose d'étrange. Les comprimés étaient légèrement différents de ceux que je prenais habituellement. Même forme, même couleur, mais une texture légèrement rugueuse qui ne me rappelait rien. J'avais vérifié les boîtes, même laboratoire, même dosage, même numéro de lot. Pourtant, quelque chose clochait. Cette nuit-là, j'avais fait un rêve troublant. Je me trouvais de nouveau dans l'ancienne pharmacie, face à Madame Lebrun. Mais cette fois, elle parlait. « Ils savent », disait-elle, sa voix résonnant étrangement dans l'espace confiné. « Ils savent que vous savez. »« Que je sais quoi ?» demandai-je dans le rêve. Elle pointait un doigt squelettique vers mon ordonnance. « Regardez bien », murmurait-elle. « Regardez bien ce qu'ils vous font prendre. » Je m'étais réveillé, en sursaut, le cœur battant, la chemise trempée de sueur. L'appartement était plongé dans l'obscurité, et les chiffres verts de mon réveil indiquaient 3 heures du matin. Dans le silence de la nuit parisienne, j'entendais mon propre souffle, rapide et saccadé. Je m'étais levé pour boire un verre d'eau, et c'est en passant devant la fenêtre de mon salon que je l'avais vu. L'homme en costume sombre de l'après-midi était toujours là, debout sous un réverbère. Il regardait directement vers mon appartement, au 3e étage. Nos regards s'étaient croisés l'espace d'un instant, puis il avait disparu dans l'ombre d'un porche. Le lendemain, je n'avais pas pris mes médicaments. Une voix dans ma tête me disait que c'était de la paranoïa, que je devenais fou. Mais une autre voix, plus forte, me soufflait de faire confiance à mon instinct. Quelque chose n'allait pas, et Madame Lebrun avait essayé de me le faire comprendre à sa manière. J'avais décidé de retourner la voir. Quand j'avais poussé la porte de l'ancienne pharmacie, elle avait levé les yeux vers moi, avec ce qui ressemblait à du soulagement. « Vous êtes revenu », avait-elle murmuré, et dans sa voix, j'avais perçu quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Madame Lebrun », avais-je dit en m'approchant du comptoir, « il faut que vous me disiez ce que vous savez. » Elle avait regardé nerveusement autour d'elle, comme si elle craignait d'être épiée, puis s'était penchée vers moi. « Pas ici », avait-elle chuchoté, « pas maintenant. Retrouvez-moi ce soir, à 20h, au Café de la Paix, rue des Martyrs. Et surtout, » elle avait marqué une pause, ses yeux sombres plantés dans les miens. « Surtout, ne prenez plus vos médicaments. Plus jamais. » Ces mots avaient résonné dans ma tête tout l'après-midi. Ne prenez plus vos médicaments. Plus jamais. Que savait-elle que j'ignorais? Et pourquoi cette mise en scène dramatique? Une part de moi voulait ignorer ce rendez-vous, rentrer chez moi, prendre mes comprimés et oublier cette histoire absurde. Mais l'autre part, celle qui avait remarqué l'homme en costume et les regards étranges, me poussait vers ce café. Le Café de la Paix était un établissement typiquement parisien, avec ses banquettes en velours rouge et ses miroirs ternis par les années. À 20h précises, j'avais poussé la porte et cherché Madame Lebrun du regard. Elle était assise dans un coin sombre, une tasse de café refroidissant devant elle. Quand elle m'avait vu,
Elle avait fait un geste discret pour m'inviter à la rejoindre. « Merci d'être venu », avait-elle dit quand je m'étais assis face à elle. Sa voix tremblait légèrement, et j'avais remarqué qu'elle ne portait plus sa blouse blanche. En civil, elle paraissait plus fragile, plus humaine. Ce que je vais vous dire va vous sembler incroyable, mais vous devez me croire. Elle avait pris une profonde inspiration avant de continuer. Votre ordonnance, elle n'est pas ce qu'elle paraît être. Le médecin qui vous l'a prescrite, le docteur Moreau, il fait partie d'un programme expérimental. Un programme dont vous n'avez jamais entendu parler, et pour cause, il est classé secret défense. Mon sang s'était glacé. Le docteur Moreau était effectivement mon médecin traitant, un homme d'une 50aine d'années, aux manières rassurantes, installé dans un cabinet moderne du 15e arrondissement. Je l'avais consulté pour la première fois il y a 2 mois, après avoir déménagé dans le quartier. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» avais-je demandé, ma voix à peine audible. Madame Lebrun avait jeté un regard inquiet autour d'elle avant de se pencher vers moi. Les médicaments qu'il vous prescrit ne sont pas des antidépresseurs ni des somnifères ordinaires. Ce sont des neuroleptiques expérimentaux, des molécules qui agissent sur les centres de la mémoire et de la perception. Vous faites partie d'un groupe de tests, sans le savoir. Le monde semblait basculer autour de moi. Les conversations des autres clients du café devenaient un bourdonnement lointain, et j'avais l'impression que l'air manquait dans la pièce. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Parce que votre profil correspondait à leurs critères, avait-elle répondu, ses yeux sombres reflétant une tristesse infinie. Homme célibataire, récemment arrivé dans le quartier, sans famille proche, travaillant dans l'informatique. Vous êtes le cobaye parfait. Personne ne remarquera si vous changez, si votre personnalité se modifie progressivement. J'avais senti mes mains trembler. Tout prenait soudain un sens terrible. Ma facilité à accepter ce nouveau médecin, mon déménagement dans ce quartier que je ne connaissais pas, cette impression diffuse d'être observé. Comment savez-vous tout cela? Madame Lebrun avait soupiré profondément. Parce que mon mari travaillait pour eux. Il était pharmacien comme moi, mais dans un laboratoire pharmaceutique. Quand il a découvert l'existence de ce programme, il a voulu le dénoncer. Il est mort dans un accident de voiture 3 jours plus tard. Sa voix s'était brisée sur ces derniers mots. « Mon Dieu !» avais-je murmuré. « Mais alors pourquoi m'aider? Pourquoi prendre ce risque ?» Elle avait levé vers moi des yeux brillants de larmes. « Parce que je ne peux pas laisser faire. Parce que mon mari serait fier de moi. Et parce que vous n'êtes pas le premier. Il y en a eu d'autres avant vous, dans d'autres quartiers, avec d'autres médecins complices, des gens qui ont disparu ou qui sont devenus différents. » La réalité de la situation m'avait frappé comme un coup de poing. J'étais un cobaye humain, dans une expérience secrète, manipulé par des hommes en costume qui m'observaient depuis les trottoirs. Mes médicaments étaient des drogues expérimentales destinées à modifier mon cerveau, ma personnalité, ma perception du monde. « Que dois-je faire ?» avais-je demandé, dépassé par l'ampleur de la révélation. Madame Lebrun avait sorti une petite enveloppe de son sac et l'avait glissée vers moi. « D'abord, prenez ceci. Ce sont des comprimés de charbon actif et des vitamines qui vont aider votre organisme à éliminer les substances toxiques.
Ensuite, vous devez partir, quitter Paris, changer d'identité si possible. Ils ne vous laisseront pas tranquille tant que vous représenterez un danger pour leur programme. Et vous, avais-je demandé, soudain inquiet pour cette femme qui risquait sa vie pour me sauver. Elle avait esquissé un sourire triste. Moi, je suis une vieille femme, j'ai déjà vécu ma vie. Mais vous, vous avez encore tout devant vous. Ne gâchez pas cette chance. Elle s'était levée, avait posé quelques pièces sur la table et s'était dirigée vers la sortie. Avant de franchir la porte, elle s'était retournée une dernière fois. Souvenez-vous, ne leur faites jamais confiance. Jamais. Je l'avais regardée disparaître dans la nuit parisienne, emportant avec elle mes dernières certitudes. L'enveloppe brûlait dans ma poche, comme un secret radioactif. Autour de moi, les autres clients du café continuaient leur conversation, inconscients du drame qui venait de se jouer à quelques mètres d'eux. En rentrant chez moi, j'avais remarqué que l'homme en costume n'était plus là, mais une voiture, aux vitres teintées, stationnait maintenant de l'autre côté de la rue. Mon appartement, qui m'avait toujours paru douillet et rassurant, me semblait soudain hostile, comme une cage dorée dans laquelle j'étais prisonnier sans le savoir. Cette nuit-là, je n'avais pas fermé l'œil. J'avais fait mes bagages, préparé ma fuite. Au petit matin, j'avais avalé les comprimés de Madame Lebrun et vidé le contenu de mes anciens médicaments dans l'évier. Les comprimés avaient fondu au contact de l'eau, laissant une substance visqueuse et verdâtre qui avait mis plusieurs minutes à disparaître dans les canalisations. J'avais quitté Paris par le premier train, direction une petite ville de province où personne ne me connaissait. Pendant le voyage, j'avais ressenti les premiers effets du sevrage. Maux de tête, nausées, tremblements. Mon corps réclamait sa dose de poison quotidien, mais je tenais bon, guidé par les derniers mots de Madame Lebrun. Des semaines ont passé depuis ma fuite. J'ai changé de nom, trouvé un travail dans une petite entreprise locale, loué un appartement sous une fausse identité. Peu à peu, je sens mon esprit s'éclaircir, comme si un voile épais se levait sur ma conscience. Je me souviens maintenant de détails troublants. Les questions étranges du docteur Moreau lors de nos consultations, sa façon d'insister pour que je prenne mes médicaments à heure fixe, les tests qu'il me faisait passer soi-disant pour surveiller ma dépression. Parfois, la nuit, je repense à Madame Lebrun. J'espère qu'elle va bien, qu'ils ne l'ont pas inquiétée. J'aimerais pouvoir la remercier, lui dire qu'elle m'a sauvé la vie, mais je sais que c'est impossible. Le contact serait trop dangereux, pour elle comme pour moi. Hier, en me promenant dans ma nouvelle ville, j'ai croisé une pharmacie. Par réflexe, j'ai jeté un coup d'œil à travers la vitrine. La pharmacienne était une femme d'âge moyen, aux cheveux gris, qui préparait une ordonnance avec des gestes précis. Nos regards se sont croisés l'espace d'un instant, et j'ai cru voir dans ses yeux cette même expression que j'avais apprise à reconnaître chez Madame Lebrun. Une expression qui disait « Je sais, et vous aussi, maintenant, vous savez ». J'ai continué mon chemin, mais cette pensée ne me quitte plus. Combien sont-ils, ces pharmaciens silencieux qui ont découvert la vérité? Combien de Madame Lebrun se battent secrètement contre ce système monstrueux? Et surtout, combien de cobayes comme moi
ignorent encore qu'ils sont en train de perdre leur âme, comprimé après comprimé. La vérité est là, cachée derrière les sourires professionnels et les blouses blanches immaculées. Il suffit parfois d'un regard, d'un tremblement de main, d'un silence trop long pour la deviner, car certaines personnes, heureusement, ont gardé leur humanité intacte, et quand elles voient l'horreur, elles ne peuvent s'empêcher de frémir. Madame Lebrun frémir pour moi, et quelque part, dans une autre ville, une autre pharmacie, quelqu'un d'autre frémit en découvrant une ordonnance qui ne devrait pas exister. Le réseau de résistance silencieuse continue, un regard compatissant à la fois. Mais moi, je suis libre maintenant, libre et vivant, grâce à une femme qui a osé regarder bizarrement une ordonnance et qui a choisi de se battre contre l'indicible. Son regard bizarre était en réalité le plus beau des cadeaux, celui de la vérité qui libère, même quand elle fait mal. Car parfois, être regardé bizarrement par sa pharmacienne peut vous sauver la vie.